Pierre-Marie Dugas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Pertusato. Pertusato qui se décline dans le grand alambic de la maison Mémérou. Comme c'est un peu la coutume ici, je ne vais pas te demander de te présenter trop frontalement. Qui est Pierre-Marie Dugas? C'est quelque chose qu'on va découvrir pendant cet échange sans plus de présentation. La première question, parce qu'il faut bien en poser une et le problème est très complexe, pourquoi c'est si inenvisageable de créer un État palestinien ? Pourquoi est-ce si inenvisageable ? Mais non, ça a été envisagé. Ça a commencé pratiquement au début du XXe siècle. Dès avant la guerre de 14, il y a eu une association, un comité, je ne sais plus lequel, pour un foyer national juif, dans lequel il y avait notamment un grand nom bien connu, le journaliste s'appelait Herzl, qui poussait à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça a été entendu au niveau de l'ensemble des grandes démocraties occidentales. Ça a été entendu. J'ai dans ma mémoire, j'ai lu quelque part qu'en 1903, il y avait eu une quasi-promesse faite par le Foreign Office, donc les affaires étrangères britanniques. Et alors, il y a eu des éléments après ça historiques qui ont poussé dans ce sens-là, et notamment le fait que, en 1917, les alliés donc franco-britanniques de la guerre de 14 étaient en situation très très difficile, financièrement en particulier, et ils avaient un fort besoin de la présence des Américains. Or, le président Wilson était un farouche antimilitariste, il était pacifiste. Et donc, il avait dressé son opinion publique à dire « c'est pas notre affaire, on s'y engage pas ». Et bon, alors il y a eu le Lusitania, c'est sûr, qui en 1917 a été un événement. Mais il y a eu aussi une évolution de l'opinion publique américaine, et notamment des gens, alors je ne sais pas du tout qui c'était, mais c'était dans la foulée de Herzl, qui se sont dit on a là une opportunité pour obtenir quelque chose. Et ça a abouti, alors l'Amérique est entrée en guerre en mi-2017, en mi-1997, et avec déjà des promesses, puisque au mois de juillet, il y a eu un engagement français en faveur de la création d'un foyer national juif. Et puis ça a culminé fin 1917 par cette déclaration, alors universellement connue, la déclaration du ministre Balfour, qui était secrétaire d'État aux Affaires étrangères des Britanniques, du Royaume-Uni, et cette déclaration qui a été adressée, c'était une lettre, ce n'était pas un document, je dirais, international, c'était une lettre que Balfour a adressée
à un lord britannique qui était un Rothschild et qui était un des grands financiers américains, et dans lequel il disait il y aura la création d'un foyer national juif. Et ça a été, c'était ce qui était déjà virtuellement accepté par les Alliés et qui a été confirmé par la France après. Donc il y a eu dès ce moment-là un engagement. Et très vite, il y a eu, qui se sont installés en Palestine, des gens qui étaient dans cette logique de mettre en œuvre ce foyer national juif. Alors, les Britanniques qui couvraient ont surveillé ça comme le lait sur le feu, la police britannique a surveillé, mais en réalité, ces gens c'était finalement des immigrés, accueillis par les Palestiniens. Pas très bien accueillis, mais accueillis quand même. Et du jour où ils se sont proclamés virtuellement, l'État juif est venu en 1848, mais ils sont proclamés quand même, on a une terre, on la travaille, on la transforme, et on est chez nous. Et ce jour-là, les Palestiniens ont dit non. Et il y a eu une réaction palestinienne dès le démarrage. Donc il y a une histoire, et ça a duré assez longtemps. Alors, ils se sont dotés, les Juifs, d'une armée, la Haganah. Ils se sont aussi dotés d'un groupe. La Haganah avait vraiment dans son programme, d'après ce que j'ai lu, une fonction défensive. Parce que il y avait des villages qui s'installaient juifs, et ils étaient agressés par des Palestiniens qui leur disaient « vous n'êtes pas chez vous ». Parce qu'ils conquéraient. On était dans la logique, mais on va revenir dessus après, mais ils conquéraient l'espace, et donc il y avait des réactions, et la Haganah a été créée pour se protéger. Et puis il y a eu, et ça c'est 1930-1931, la création d'une force l'Irgun, une force juive qui, elle, s'est mise à agresser. Et d'une certaine manière, on peut dire que agresser d'une manière extrêmement violente, avec des morts civiles, etc. Et on peut dire que d'une certaine manière, la vraie guerre israélo-palestinienne a commencé en 1931. C'est-à-dire il y a presque 100 ans. C'est une guerre de 100 ans, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, je crois que ça, c'est un élément historique. Alors, il faut dire que ça a été validé après le retrait des Britanniques en 1948, immédiatement Ben Gurion a déclaré l'État d'Israël, et il y a eu un accord de l'ONU pour valider un partage territorial, celui de 1947. Et puis il y a eu, 20 ans après, l'agression israélienne contre l'Égypte, la Syrie et puis le Liban, je crois, en tout cas ses voisins, à la suite d'un blocus qui avait été fait par l'Arabie saoudite, des détroits qui donnaient à Israël l'accès au golfe d'Aqaba. Au golfe d'Aqaba, il sort sur la mer Rouge et il y a des détroits. Et les détroits, il y a eu blocus. Ils ont considéré qu'ils étaient agressés et ils ont fait la guerre des 6 jours, guerre de 67, qui a transformé complètement le paysage, et la carte validée en 47, la carte de 47 validée par l'ONU a éclaté complètement, et ça a été les frontières de 67. Et puis après, ça a continué, la colonisation s'est élargie. Donc, c'est pas parti de rien, voilà. Ah mais j'entends bien. C'était d'où la question. Pourquoi c'est totalement inenvisageable aujourd'hui que les Palestiniens aient un pays à eux avec des frontières et qu'ils soient protégés comme tout le monde par des casques bleus en cas d'agression. Ils sont chez eux. Oui. Ils sont chez eux. Mais c'est vrai qu'ils sont chez eux avec ceux dont ils avaient plus ou moins accepté. Il y a eu quand même, disons, il y a eu l'acceptation. Alors je ne sais plus à quelle date c'est. Au démarrage, ils étaient contre, bien sûr, mais il y a eu l'acceptation. Est-ce que c'est le roi Faisal de Jordanie, peut-être? Je sais On cherchera ça, oui. Il y a eu, comment? On cherchera ça. Oui. Il y a eu un moment l'acceptation de la présence, mais pas n'importe laquelle, au moins en tout cas, dans les frontières de 1947. Or, voilà, donc ils sont dans une situation de réaction absolue. Mais alors,
je crois qu'il faut comprendre aussi que, là je donne des éléments historiques, il y a des éléments qui relèvent de la mythologie. Bien sûr. Moi j'ai été très sensible, c'est un film de 1960, Exodus, Otto Preminger. C'est un film superbe avec comment il s'appelle, Eva Maria Saint pour le féminin, et puis l'autre, le blond avec des yeux bleus, là, je sais plus, de Paul Newman. Enfin, c'est un film très épique, qui présente l'occupation de la Palestine par les Juifs comme un western. Hein, on conquiert des terres. Et ça, c'est un élément extrêmement fort. Et puis, il y a un deuxième élément très très fort, mythique, qui est celui où on identifie la démarche israélienne à travers un socialisme réel, celui des kibboutz. Ça a existé, hein, sûrement. Je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui, mais dans les années juste d'après-guerre, les kibboutz, c'était une espèce de réussite des kolkhozes sans le léninisme. C'était bon, mais c'est du mythe, ça. Hein. Et ces éléments mythiques, il ne faut absolument pas les oublier. Et ils sont, à mon avis, très, très, très importants. Et puis alors, il y a l'élément religieux qui, lui, alors, est extrêmement fort. Le sionisme, ça s'enracine dans une tradition religieuse qui est celle de la sortie des Juifs, sûrement pas dire ça, de la sortie des Hébreux d'Égypte. Les Hébreux, tribus d'esclaves, plusieurs tribus d'esclaves, qui prennent leur liberté en sortant d'Égypte et en conquérant une terre dont leur Dieu leur dit « c'est à vous ». C'est un droit. Et ça, c'est quelque chose de très profond parce que cette structuration religieuse... C'est le royaume de Judée, c'est ça? Comment? Le royaume de Judée. Oui, oui, à l'époque, c'est pas le royaume. Oui, je crois que ça s'appelait comme ça. C'est devenu royaume en l'an 1000 avec David, le roi David et le roi Salomon. Mais avant, c'est pas... Non, au contraire, même d'une certaine manière, c'est très compliqué de dire... On peut pas dire qu'il y a un royaume, car... c'est du théocentrisme, c'est pas de la monarchie. Et d'une certaine manière, je pense que dans la tradition juive, enfin au moins celle que je connais, il y a eu des conflits. Est-ce qu'on a le droit de faire un roi? Parce que nous, notre roi, c'est virtuellement celui qu'on attend, c'est Dieu. Donc, oui, donc c'est pas un royaume, mais de fait, c'est quand même un État qui s'est créé à cette époque-là et qui a conquis. Dans la Bible, on parle des Philistins. Les Philistins, c'est les Palestiniens, c'est clair. Et un des paramètres lourds de la Bible, c'est ce combat permanent où les Juifs, car après leur sortie d'Égypte, on peut les appeler Juifs, parce qu'ils se constituent en peuple autour d'une loi reçue dans leur traversée du désert. Leur conquête contre les Philistins, c'est une conquête du droit qu'ils considèrent comme étant le leur. Bon, voilà. Alors, il y a une autre lecture qui serait bien plus spirituelle de la Bible et qui existe, je crois, dans la tradition juive, qui est de dire cette conquête, c'est une conquête de liberté et dans une démarche spirituelle. Et on trouve un certain nombre de rabbins qui lisent comme ça les choses. Mais bon, c'est un élément qu'on ne peut pas ignorer. Voilà. Ce sionisme n'est pas que colonialisme. Il est autre chose de plus profond. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Et puis alors, il y a des éléments civilisationnels. La conquête de cette terre
par les Juifs dans les années au XXe siècle, c'est la conquête des agriculteurs contre un peuple qui est largement pastoral. Et quand on est pastoral, on n'a pas de champs bornés comme les agriculteurs, etc. On emmène les troupeaux d'un commun accord entre les villages, là où il y a à paître. Et là, alors là, je dis cette conquête de l'agriculteur contre l'éleveur, c'est le mythe de la victoire de Caïn, le Caïn sur Abel. Hein. Cette victoire-là, elle m'évoque, et on va y revenir après, ce qui s'est joué dans la conquête de l'Algérie, où les colons français arrivaient à partir de 1800. Alors pas 30, parce que c'était encore la guerre, la première invasion, mais dans les années qui ont suivi, ils sont arrivés, et particulièrement ceux qui sont arrivés après avoir été chassés d'Alsace-Lorraine par la guerre de 70, ils sont arrivés, on leur a dit, c'est à vous, il n'y a personne, la terre... Et c'est le triomphe du cadastre contre les pasteurs. Les cadastres, les champs labourés, bornés, avec une pierre qui marque les angles. De toute façon, on a inventé l'Algérie. Elle n'existe pas. Ce sont des tribus, c'est des fonctionnements. On a rajouté une administration, la nôtre, sur un territoire qui n'avait pas vocation à être administré de cette façon-là. Oui, enfin, il ne faut pas dire on a inventé l'Algérie. Non, quand je dis on l'a inventé, on a inventé le territoire algérien. Le territoire algérien, voilà. Avec des cadastres, etc. Avec ce cadastre. C'est nous qui l'inventons. Et alors que ça n'a rien à faire, a priori, ils n'avaient pas vocation à s'orienter vers ça. Tout à fait. Alors, oui. Non, mais continue peut-être, on en reparlera. Tu parlais des cow-boys. Est-ce que l'idée aujourd'hui d'Israël, c'est de dire on fera peut-être quand même quelques réserves pour garder quelques Palestiniens dans une enclave, mais que fondamentalement, Israël va redescendre jusqu'en Égypte? Ça les arrange bien d'avoir les Grecs appelaient ça des métèques, des gens abrités chez nous. Les Allemands appellent ça des Gastarbeiter. Bon, et nous, on appelle ça des immigrés, tout simplement. Ça les arrange, notamment parce que c'est une main-d'œuvre extrêmement précieuse. Israël ne fonctionnerait pas s'il n'avait pas la main-d'œuvre palestinienne. Donc, ça les arrange. Mais on va revenir un peu dessus après. Mais avant, je voudrais parler un peu des éléments géopolitiques qui entourent ce conflit. Parce que Israël, de fait, est, dans le monde arabe, une tête de pont du néolibéralisme, dont le grand maître est quand même sur les USA. C'est nous aussi, occidentaux, de l'Europe occidentale. Mais le grand maître, c'est les USA qui nous ont modelé avec le plan Marshall. La première chose que font les États-Unis quand il y a ce conflit qui arrive, c'est le porte-avions qui symboliquement... Tout à fait, symboliquement c'est eux. Donc c'est une tête de pont. Et il est évident que toutes les nations qui vivent à l'intérieur de cette culture occidentale qui bascule vers le néolibéralisme, mais qui, même avant même qu'elle bascule vers le néolibéralisme, cette culture occidentale considère Israël sous sa tête de pont, c'est des nôtres. C'est des nôtres, on les fréquente, on parle le même langage, ils sont pas tous blancs parce qu'il y a tous les séfarades qui viennent d'ailleurs, mais c'est quand même une prolongation du monde occidental. Et d'une certaine manière, la manifestation qu'on a eue à Paris, appelée par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, sont une façon où le monde occidental affirme sa proximité avec Israël. Alors, je ne veux pas du tout jeter la pierre à ceux qui sont allés parce que c'était très ambigu, le terme d'antisémitisme. On reviendra dessus, je ne vois pas mais il est ambigu parce qu'il recouvre à la fois une hostilité religieuse envers une catégorie de citoyens, et puis il recouvre aussi, dans le cadre particulier actuellement, l'approbation qui se trouve, qu'on voit très bien apparaître dans la formulation « Israël a le droit de se défendre ». Voilà, bon. Alors, je crois que c'est un élément très fort dans l'élément géopolitique, c'est le caractère de tête de pont, mais en même temps,
En même temps, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que les pays arabo-musulmans, tous ceux du Golfe essentiellement, hein, ce conflit les arrange bien. Parce que ça leur permet, à un moment où la poussée néolibérale menée par MBS en Arabie Saoudite, menée par l'émir du Qatar, menée aussi par les Émirats arabes unis, s'occidentalise et bascule vers le néolibéralisme. Ça m'a frappé, moi, de voir des ressemblances très 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 fortes entre MBS et Macron. Hein, c'est évident. Mais donc, ils sont en train de basculer vers le néolibéralisme, avec toutes les violences que ça entraîne dans leur population. Et donc, le détournement de cette hostilité sociale à MBS vers un panarabisme contre Israël, ça les arrange. Donc on voit aujourd'hui, il y a une espèce d'ambiguïté là-dessus. Alors, il y a en parallèle un autre phénomène très lourd sur le plan géopolitique, c'est que les massacres opérés par Israël, c'est du pain béni pour Al-Qaïda et Daesh, et notamment en Afrique. Parce qu'ils disent, voyez, comment ils sont, hein, les Occidentaux. Donc, ça les légitime. On est devant des influences géopolitiques qu'on ne peut pas ne pas percevoir lorsqu'on parle de ce conflit. Alors, on voit que ça bouge actuellement, que les accords qui s'étaient établis entre Israël en train de s'établir entre Israël et l'Arabie Saoudite, ça met un point d'arrêt. Il y a une recomposition qui est en train de se faire au Moyen-Orient, dans lequel les BRICS, les BRICS qui viennent de s'élargir à l'Arabie Saoudite et puis aux Émirats arabes unis notamment. Hein. Donc les BRICS sont en train de se constituer comme une force géopolitique au Moyen-Orient, au détriment de l'affrontement ancien dans lequel on avait les États-Unis et plusieurs nations arabo-musulmanes qui étaient un peu leurs obligés, sont en train de se reconstituer autrement. Que va être l'avenir, j'en sais rien, mais bien sûr. Le néolibéralisme on est devant cette situation-là aussi. Hein. Le néolibéralisme a du souci à se faire. C'est une fiction pour le moment planétaire, mais peut-être que les années qui arrivent vont être compliquées. Oui, va être compliqué, mais je ne sais pas du tout. Hein. Parce que justement, ces BRICS sont bien en guerre contre ça. Alors, il semble, moi, qu'on est aujourd'hui devant, et je vais essayer de détailler un peu ce que me semble être la vision israélienne. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, la vision israélienne, c'est on est chez nous. On est chez nous, les livres saints nous présentent qu'on est chez nous, et donc la présence de Palestiniens, on les accepte, oui, parce que si à condition qu'ils soient gentils, qu'ils soient bien propres sur eux, et même on admet qu'ils aient une auto-organisation, et d'une certaine manière, ils ont eu ce talent extrêmement fort de transformer l'autorité palestinienne de Yasser Arafat. Yasser Arafat, de la transformer avec Mahmoud Abbas, qui est devenu, je dirais, un peu leur Pétain. Oui, c'est-à-dire celui qui, d'une certaine manière, joue la collaboration. Alors il la joue comme ça, mais il la joue très clairement. Donc là-dessus, c'est leur vision, et pour eux, ceux qui bousculent ça, c'est des terroristes. Alors, je dis bien, le terme de terroriste, il faut vraiment le dire, hein. C'est un terme qui est passe-partout, mais qui n'a aucune valeur juridique. Aucune. Le terme de terroriste, c'est un terme qui est juridiquement, et je dis ça en m'appuyant sur des juristes solides, hein, c'est un terme qui peut être intégré à l'intérieur des lois d'un État, mais qui n'a aucune valeur universelle.
On est le terroriste de celui qui vous déclare terroriste. C'est très clair. De la même manière que on a déclaré terroriste le FLN, on a déclaré terroriste Nelson Mandela. Mais même les résistants français. Les résistants français étaient qualifiés de terroristes par les Allemands, c'est clair. Hein. Mais même par Vichy, pas que les Allemands. Par notre propre police. Alors, donc, on légitime qu'aujourd'hui, dans cette vision-là, qu'Israël, et c'est la formulation, a le droit de se défendre, il est agressé, dans son bon droit de maître du territoire, il est agressé, et il a le droit de se défendre. Mais dire même ça, de la part de Français, c'est accepter pour nous d'entrer dans la logique israélienne. Bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Même le Hamas, en admettant qu'on veuille à tout prix en faire des terroristes, ce que je peux entendre, c'est quand même, ils sont quand même nourris par Israël. L'argent arrive du Qatar, arrive d'Arabie Saoudite. C'est quand même Israël qui n'a pas besoin d'une autorité palestinienne raisonnable avec qui il pourrait discuter, parce que ça, c'est pas intéressant pour les affaires. Ce qui est bien, c'est d'avoir des fous furieux qui, de temps en temps, dérapent et permettent de justifier ce qu'on a fait avec le FLN. Exactement. On s'arrange pour avoir un véritable ennemi qui, évidemment, dans la narration internationale, dit « Regardez, c'est des fous, ils nous font beaucoup de mal, et donc maintenant, on va les éradiquer, et c'est légitime. » Mais il n'y a pas d'effort de fait pour qu'il n'y ait plus de Hamas. Sûrement pas par Netanyahou. Alors, enfin de ça, on a la vision palestinienne, qui est une vision qui est politique. Elle est politique, c'est-à-dire qu'ils voient dans les Israéliens des colonisateurs qui se sont implantés là. Alors au point de départ, on les avait plus ou moins acceptés, mais maintenant ils deviennent tout-puissants. C'est comme on reçoit quelqu'un chez soi, et puis le quelqu'un chez soi, et ben, il te dit non, maintenant c'est chez moi. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier un truc, c'est important, mais je reviendrai peut-être dessus après, mais c'est une ressemblance avec ce qu'on a vécu en Algérie, c'est qu'il y a en Israël des gens immigrants qui se sont installés en Israël, enfin en Palestine, sur le territoire palestinien, avant que même l'État d'Israël, et ça remonte à une centaine, voire un peu plus d'années. Et ils sont un peu comme étaient les Algériens, les Français d'Algérie, qui étaient des Français, mais qui étaient chez eux en Algérie, et qui se sentaient complètement de droit. Et là, ça complique les choses. Aujourd'hui, ces gens ont le sentiment qu'on les bouscule et on risque de les mettre dehors. Voilà. Alors, il faut bien rappeler donc que dans la vision palestinienne, c'est des occupants, c'est des colonisateurs. Jamais les Palestiniens n'ont accepté. Il y a eu, depuis le début, des réactions. Alors, il y a eu des moments où on se parlait, mais il y a eu aussi de nombreuses intifadas. Intifada, moi, qu'est-ce que ça veut dire, intifada ? C'est la formule évangélique. Si on ne parle pas, les pierres crieront. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Contre les fusils israéliens, même carrément, on a acheté des pierres. Oui, mais c'était des et c'est ça, les intifadas. Et ça a duré, ça s'est répété d'année en année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé on a, je dirais, on a eu... Je referai un parallèle plus approfondi avec l'Algérie. Mais l'élément du 7 octobre, moi je le rapproche très clairement de la Toussaint 54, où les résistants algériens se sont organisés pour effectuer dans la même journée 30 attentats. Donc c'était véritablement un réveil collectif de la résistance algérienne dans un ensemble, je dirais, où tout allait bien, on s'était pacifié, on oubliait que la guerre gagnée militairement par Bugeaud et ses troupes, mais avait continué de manière larvée, mais c'était oublié, on a gagné, on est chez nous, c'est pacifié. Et puis, le soudain réveil. Et je crois qu'il faut vraiment prendre ce 7 octobre
c'est pas du tout pour le justifier ce qui s'est passé, il y a eu des crimes de guerre, hein, mais c'est pour comprendre que le 7 octobre, c'est quelque chose d'analogue à la Toussaint 54 en Algérie, où il y a eu 10 morts hein, aussi. Sur les 30 attentats n'ont fait que 10 morts. Alors, ils étaient ciblés sur des collabos, disons en gros. Hein. Mais il y a eu notamment, je ne sais plus comment il s'appelait, un couple d'instituteurs français qui sont morts là, à cette occasion-là, qui n'était pas prévu. Donc il y a eu aussi des victimes civiles dès ce moment-là. Mais c'est un peu analogue. Voilà, c'est le réveil. Je voulais dire ça parce que c'est important que on est vraiment dans la vision palestinienne où les colonisateurs font leur police, c'est une armée, mais c'est la police, font la police, ils incarcèrent beaucoup d'entre nous. J'ai vu le chiffre, je vais vous le donner là, parce que une chercheuse de CNRS dit qu'un quart des actuels 7000 prisonniers politiques incarcérés par Israël le sont sans jugement, au nom d'un statut de menaçant ou je ne sais pas quoi. Bon, on est devant une situation où une police administrative, sans aucune valeur juridique, incarcère de nombreux Palestiniens. Et depuis le 7 octobre, il y a eu en Cisjordanie, je ne parle pas de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem, il y a eu ce chiffre, maintenant il a dû augmenter depuis, 1900 arrestations arbitraires de résistants, de gens que les Israéliens considèrent comme de virtuels résistants. Donc on est devant un espèce d'affrontement, et voilà, s'il faut qu'on comprenne que les deux visions, la vision palestinienne et la vision israélienne, elles ont l'une et l'autre leur fondement. L'une et l'autre leur fondement. Je crois qu'il faut faire notre jugement à partir de faits historiques le plus possible, mais il faut comprendre qu'il y a une certaine légitimité là-dedans. Et autant on voit dans une partie du monde occidental, et notamment aux États-Unis, en Europe occidentale, une adhésion à la vision israélienne, avec d'une certaine manière la culpabilité rentrée de la Shoah. Autant dans l'ensemble du monde et à l'ONU, c'est la vision palestinienne d'un conflit proprement politique qui est très fort. Voilà, alors il faut qu'on prenne une décision là-dessus, en ce sens que, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il y a une légitimité dans les deux points de vue. Voilà. Non mais la décision... Pourquoi c'est impensable dans la décision à prendre de dire on crée deux États séparés, clairement définis, avec des frontières et des casques bleus pour les protéger. Et on ne peut pas régler le problème autrement, de toute façon. Enfin, je ne vois pas d'autre solution. Moi, je ne prendrai pas position sur ce qui est possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je m'éclaire. Oui, moi je suis d'une génération qui a vécu la guerre d'Algérie, non pas que je l'ai vécu militairement parlant, puisque sur Citer, je suis arrivé à l'armée en 62. Mais bon, j'ai pas été. C'était plus la guerre, mais on était toujours là-bas. On était là-bas, mais j'ai suivi, entre mes 18 et mes 25 ans où je suis parti à l'armée, j'ai suivi de près tout ce qui se passait. Hein. Je suis très marqué par ça. Il y a une ressemblance très, très, très forte. Évidemment. Alors, il y a des différences essentielles, je le dirai après, mais une ressemblance très forte. Il y a l'antériorité, il y a le sentiment que les colonisateurs se sentent chez eux, il y a dans les deux cas, il y a au départ le combat entre les éleveurs et les agriculteurs. Il y a eu dans les deux cas une tentative de l'occupant d'essayer de se constituer des représentants, des caïds favorables. On avait en Algérie, on a eu le Bachaga Boualem notamment, hein. Et puis il y a eu la tentative française d'instrumentaliser Messaliadj contre le FLN.
Et puis il y a eu, et puis alors, de même alors en Palestine, il y a eu l'instrumentalisation. Alors tu disais tout à l'heure l'instrumentalisation du Hamas comme étant le méchant, mais en échange il y a l'instrumentalisation du bon qui est Pétain, enfin Pétain, qui est Mahmoud Abbas le pauvre, parce qu'il vaut mieux, sans doute mieux que Pétain, hein, mais parce que Pétain est un sale type, vraiment. Mais dans le stade, institutionnellement, il en joue le rôle aujourd'hui, le pauvre. Voilà. Donc il y a, dans les deux cas, il y a vraiment l'illusion de la pacification acquise et puis le réveil soudain. Dans les deux cas, il y a, comme on avait en Algérie, la tension extrêmement violente entre les durs du FLN et les prétendus mous du MNA, Messali Hadj, qui se sont fait une guerre... notamment sur place en Algérie, bien sûr, mais sur le territoire français, une guerre effroyable. Il y a eu la même chose entre le Fatah et le Hamas, et d'une certaine manière, dans ces cas-là, c'est pas les mous qui gagnent. Et d'une certaine manière, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on voit de plus en plus des membres du Fatah qui sont en train de basculer. Dire qu'ils rejoignent le Hamas, ça serait peut-être pas exact, hein, mais qui entrent aujourd'hui dans une lutte armée qui est la même que celle du Hamas. C'est-à-dire, ça montre bien que le Hamas, c'est la tête de pont de la résistance algérienne, de la résistance palestinienne, avec une autre ressemblance aussi, hein, c'est que les acteurs en présence, il y avait l'armée française qui faisait la police en Algérie, et puis police meurtrière, et puis il y avait avec des crimes de guerre, etc., lance-flammes, passons. Mais les Israéliens ont fait pareil avec les villages, la guerre c'est une horreur. Bon, et en face, il y a ce qui peu à peu se constitue comme une armée, le FLN. Alors, la FLN, c'était une armée, l'armée de l'intérieur et puis l'armée des frontières, l'extérieur. Et puis, il y a en même temps, les résistants se constituent avec un pouvoir politique, le GPRA en Algérie, et le Hamas. Et quand on dit le Hamas comme ça, c'est pas une faction, le Hamas, c'est un pouvoir qui a une légitimité acquise à Gaza par les élections. Alors, c'est vrai qu'elles datent de 2007, mais si elles n'ont pas été renouvelées, c'est parce que le Fatah n'a pas voulu. Et alors, il y a eu conflit et que les représentants du Fatah à Gaza ont été éliminés dans le conflit avec... Mais la majorité, c'était le Hamas. C'est un pouvoir qui a une légitimité. On peut les appeler terroristes, mais les appeler terroristes, c'est se mettre dans la vision israélienne. Oui, c'est clair. Dans la vision palestinienne, c'est une armée qu'on peut considérer comme régulière. Et d'ailleurs, il y a eu le grand étonnement au moment où ils ont réussi à franchir les barrages autour des frontières établies par Israël autour de Gaza, quand ils ont été étonnés de les franchir aussi facilement. Et les observateurs qui ont vu ça ont été étonnés parce que ceux qui sortaient, c'était des militaires en uniforme, commandés et organisés. On est vraiment devant un affrontement voilà, je crois que alors c'est les ressemblances très fortes. Alors bon, il y a aussi une autre ressemblance que je vois, et ça c'est peut-être une lueur d'espoir. En Algérie, il y a eu un homme qui était incarcéré par les Français, qui a été de fait celui qui a permis de reconstituer une alternative, parce que le gouvernement français a éliminé le GPRA par certains côtés, hein, mais au moment où il fallait négocier, c'est en fait l'existence de Ben Bella qui a permis qu'il y ait un interlocuteur qui était au-dessus des conflits multiples, MNA, etc. En Algérie,
en Palestine, il y a Marwan Barghouti, qui lui aussi est incarcéré et qui, semble-t-il, serait l'homme qu'il faut. Alors, un brin d'espoir. Rappelons-nous que l'Afrique du Sud s'en est tirée parce que elle a sorti de prison Nelson Mandela, qui a été l'interlocuteur. Donc, il y a peut-être une hypothèse de ce côté-là. Bon. Alors, je crois que la ressemblance, elle est très forte, elle doit nous aider à comprendre ce qui se joue. Mais il y a quand même, enfin je sais pas, oui, il me semble, il y a quand même une différence de fond. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Parce qu'il n'y a pas la totalité du monde libre, alors je mets évidemment tous les guillemets du monde, derrière la France, donc en Algérie. C'était notre histoire à nous, c'était la colonisation, on a vécu ce qu'on avait à y vivre. Par contre, Israël, il y a quand même les États-Unis derrière, il y a le néolibéralisme, il y a quand même le capital, globalement, est extrêmement bien implanté au Moyen-Orient grâce à Israël, et que malgré tout, c'est plus compliqué que Israël et Palestine. Oui, ce serait un camouflet aussi pour les États-Unis. Mais il y a une ressemblance aussi avec la guerre d'Algérie, c'est que le colonisateur, la France pour l'Algérie, l'Israël, l'un et l'autre sont en butte à l'ONU et récusent les résolutions de l'ONU. Nous refusions, nous Français, que l'ONU mette son nez là-dedans, comme font les... Alors, c'est vrai que... oui, c'est vrai. Mais moi, je vois les grandes différences. C'est une première différence, à mon avis, elle est importante et elle est très sensible pour certains d'entre nous. Première différence forte, c'est que en Algérie, la dimension religieuse n'a pas été présente ou très minime dans le conflit de la guerre d'indépendance algérienne. Elle a été très faible, mais probablement nulle, alors que là, elle est très forte. Et là, c'est un élément qui est majeur, parce que j'en parlais avec quelques camarades il y a quelques jours qui me disaient « on ne peut pas être du côté des Palestiniens parce qu'ils représentent une terreur une logique de théocratie. » Bon, alors moi, je ne partage pas complètement, mais je comprends leur position, parce que je ne la partage pas complètement, parce que je pense que l'habillage religieux est un habillage donné au conflit politique, et que c'est bien commode d'avoir un habillage religieux. On l'a fait en France, hein. Rappelons-nous, Jeanne d'Arc, elle s'est servie de l'habillage religieux dans une logique complètement politique de chasser les Anglais de l'ouest de la France. Donc, et ça, on connaît tous les pouvoirs. Mais c'est quand même une différence qui est forte. Oui, est-ce que le néolibéralisme n'est pas non plus une théocratie ? Si. C'est vraiment... Oui, je sais bien, ça ne se raconte pas de la même façon. Mais voilà, il s'habille pas. Mais c'est quand même une religion planétaire qui est en train de détruire le monde. Je suis assez d'accord. Avec une échelle absolument démesurée. C'est bien plus violent que tout ce qu'on a connu jusqu'à là. Alors, il y a un deuxième élément qui est lourd, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, les moyens d'information ne sont incomparables par rapport à ce qu'on a connu en Algérie. À l'époque, il y avait un peu la radio, oui. C'est quand même la radio qui a permis de faire face au putsch de 62. Mais il y avait un peu la radio, il y avait la presse. Aujourd'hui, il y a une guerre d'information dans laquelle elle est totalement dissymétrique. Les moyens d'information et de popularisation de l'information par Israël est totale. Et pour les Palestiniens, aujourd'hui, elle est très faible parce que les Israéliens empêchent aujourd'hui à Gaza très toute clairement, présence de presse. Dans cette religion dont je parle, le néolibéralisme a acheté toute la presse dans le monde. C'est évident, enfin, il reste Mediapart, il reste quelques expériences un peu à la marge, mais c'est évident que maintenant on décide de ce qu'on doit savoir. Et puis alors, une autre grande différence, c'est que dans la guerre d'Algérie, la guerre de l'indépendance algérienne, alors, il aurait été possible que ça aboutisse soit à un État dans lequel les Algériens et les ex-colons d'Algérie auraient eu leur place,
il y a pas mal de Français qui y ont rêvé hein, et qui ont essayé. On a appelé, notamment ce qu'on a appelé les pieds rouges. Hein. Mais il y aurait eu l'autre possibilité, mais celle-là, est-ce qu'elle était jouable? Celle du réduit autour de l'Oranie, qui aurait été pour les pieds noirs. C'était la partition. Et puis, la troisième hypothèse, c'était jeter les colons à la mer. Et, tout naturellement, de l'autre côté de la Méditerranée, il y avait... C'était pas leur patrie, mais c'était quand même une terre qui leur ouvrait la porte. On leur ouvrait la porte avec... les Pinois n'ont pas été bien accueillis. Mais quand même, c'était... Alors que dans le cadre des Juifs installés en Israël, oui, un certain nombre d'entre eux pourraient peut-être retourner dans le pays dont ils sont partis. Par exemple, ceux qui ont quitté la France en faisant leur alaya, ça s'appelle comme ça, je crois, partir. Mais pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas de patrie de retour. Et donc ça, c'est un élément très, très, très lourd qui fait que on peut s'éclairer de l'exemple algérien, mais il faut se garder absolument de dire que c'est pareil. Et il y a aussi autre chose, c'est que la guerre d'Algérie, cette colonisation de l'Afrique en général, de toute façon, en 62, c'est fini. Les colonisations n'existent plus. De toute façon, l'indépendance est redonnée à peu près à tous les pays. Tous les pays européens ont compris qu'il n'y avait pas de solution à rester de cette façon-là en Afrique. Ils le sont toujours autrement. Hein. Oui. Mais enfin, voilà, il y avait quand même un mouvement dans l'histoire qui faisait qu'on devait partir. Alors que ce n'est pas du tout évident en Israël. Oui, c'est pas du tout évident. Oui. Bon, il y a parmi les Israéliens, il y a des Albert Camus. Bien sûr, c'est clair. Il y en a énormément. J'ai lu des textes de gens qui se disent des sionistes de gauche qui travaillent pour un sionisme. Est-ce qu'on peut encore appeler ça sionisme? J'en sais rien, mais dépouillé de tout caractère religieux et confessionnel et racial ou je sais pas quoi, qui serait vraiment une fusion. Bon, qu'est-ce que rêvait Camus? Mais bon, est-ce que c'est possible? Quelle issue? Je crois qu'on peut être pessimiste. La guerre va durer. Oui, sûrement. La guerre va durer. Toi, dans ce que tu ressens ou connais, est-ce que c'est vraiment la population israélienne aujourd'hui qui est vraiment derrière Netanyahou de façon massive? Ou est-ce que c'est comme chez nous, il y a des gens qui nous représentent, mais on se dit non, mais c'est pas, ça ne nous semble pas. Moi, j'en sais rien, mais perso, ce que j'ai lu encore tout récemment, une analyse, je ne sais plus quelle, d'une tribune dans Le Monde qui dit, en gros, la plupart des Israéliens sont quand même derrière leurs troupes. D'accord. Ah oui. C'est quand même difficile pour eux d'apparaître comme des traîtres de l'intérieur. Bon. Alors, bien sûr que Netanyahou n'est pas, je crois qu'il n'est pas majoritaire. Il a fait alliance, etc. C'est un gouvernement. Oui, quelqu'un ce matin ou hier ou 2 jours, la France Inter disait, mais enfin, Netanyahou, c'est un pays démocratique. Ouais, enfin, d'accord. Oui, comme chez nous. C'est légal. C'est légal. C'est légal. Macron a fait 18%. Netanyahou, il fait guère plus. Chez lui, il y a des excès. Et puis, attention, il y a aussi, alors, les Israéliens connaissent leur OAS, c'est-à-dire il y a des justo-boutistes parmi les Israéliens qui mettront tout à feu et à sang, bien sûr. Hein, quitte à ce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein. Alors, moi je suis pessimiste, hein, mais quand même, hein, l'Afrique du Sud s'en est sortie parce qu'il y a eu un gouvernement, je ne sais plus quel est son prénom, de Klerk, qui a perçu que ça ne pouvait pas durer comme ça, il fallait sortir Mandela de prison et établir une négociation. La France a eu De Gaulle qui a été assez fort pour il était ambigu, mais il était assez fort pour tourner la page. Voilà.
Oui, il l'a fait quand même. On pense qu'on il y a eu Mendes France qui a été capable de tourner la page au moment où il le fallait absolument en Indochine. C'est clair. Est-ce qu'il y aura en Israël l'équivalent? Peut-être. Là-dessus, on ne peut pas le dire. Hein. Je suis un peu pessimiste, mais Begin avait peut-être la stature d'un De Gaulle, peut-être. Il avait fait dans le cadre de sa responsabilité militaire, il avait été violent, hein, mais il représentait peut-être une capacité de lucidité, de sortir de... Mais bon, est-ce qu'il y en aura un autre? Ah voilà, moi je suis pessimiste, hein, mais... Alors il y a un retentissement très fort en France et j'ai envie d'en parler si on a le temps là encore ou pas. Tu as tout le temps que tu veux. Bon, il y a un retentissement en France parce qu'il faut parler de l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est... qu'il faut vraiment analyser comme tel. Hein. Alors l'antisémitisme... Bon, il y a un antisémitisme relativement récent, c'est tous les pogroms qu'il y a eu. Le terme pogrom est un terme russe, et il y a eu vers la fin du 19e siècle véritablement des violences exercées contre les communautés juives. C'est très vieux. Les 2000 ans de christianisme, c'est très compliqué, la présence juive dans le bassin méditerranéen. C'est très très compliqué. Moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est que les diasporas juives vivent d'une... les diasporas juives, elles sont postérieures à la destruction du temple de Jérusalem, donc en 70 après Jésus-Christ, par les Romains, et donc une diaspora qui s'est faite dans l'ensemble du monde méditerranéen. C'est clair. En Afrique du Nord, beaucoup, hein, mais aussi notamment en France. Et ces diasporas, d'après ce que j'ai vu, ont été assez bien tolérées à peu près partout jusqu'au Xe, XIe siècle. C'est ça. Et puis, il y a eu le tournant du Concile de Latran numéro 2, qui est de 1215, où le pape de l'époque, Innocent, je ne sais pas quoi, peut-être bien... Innocent, je ne sais plus, 3. Oui, peut-être. Innocent 3. A vraiment... Les Juifs n'étaient plus autorisés à posséder certains territoires, ils n'étaient plus autorisés à exercer certains métiers, ils devaient, pour éviter tous les mariages mixtes, pour préserver de la... ils devaient porter un costume particulier, des signes distinctifs, qui ont été généralisé par Louis IX, celui qu'on a appelé Saint-Louis à la fin du siècle, avec la rouelle ou le bonnet pointu. Ouais, la rouelle jaune, oui. Et alors, c'est paradoxal parce que ça a été plutôt bien accepté par les Juifs. D'une certaine manière, c'était une façon de leur éviter à eux aussi des mariages mixtes dans lesquels les communautés juives qui existaient se seraient peu à peu diluées. Donc ça a été au début un peu accepté. Et même, il semblerait qu'il y ait eu, à une époque, on appelle ça l'inversion du stigmate, une revendication juive à considérer que le bonnet qu'ils portaient était une façon de signifier leur identité, et fièrement. Et on dit que la kippa est héritière de ça. Hein, et que la kippa, c'est quelque chose qui est caractéristique au peuple, aux Juifs, qui, dans les édifices sacrés, se couvrent le chef, on met un couvre-chef, alors que les non-juifs restent tête nue. Voilà. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à une cérémonie juive, mais je ne sais pas si je porterai la kippa. Ah ben si, je suis rentré une fois dans une synagogue et j'ai mis la kippa, ils m'ont demandé. Bon, voilà. Mais voilà, donc
voilà, donc il y a au début je dirais, de ce début du Moyen-Âge, enfin l'expansion du Moyen-Âge, avec le Concile de Latran II, un moment très fort de séparation. Mais une volonté hégémonique de la relation du christianisme. Alors, bon, ça s'est développé. On peut dire que la Révolution française, parce qu'à l'époque, on était quand même dans la logique cuius regio eius religio, ce qui veut dire la religion du prince est la religion de tous. Bien sûr. Et d'une certaine manière, Louis IX Saint-Louis, qu'on a appelé saint, il était dans cette logique-là, et donc marqué d'un caractère progressivement infamant, et puis leur donner pas tous les statuts de citoyens du royaume, hein. Donc pas le droit de se faire certains métiers, etc., était légitime. Cette règle-là, elle a disparu avec la monarchie. Parce que la monarchie, ça n'est pas un acte politique. On a coupé la tête du roi, c'était une façon de signifier le pouvoir ne vient pas de Dieu. Hein, ne vient pas de Dieu. Et le pouvoir, il émane du peuple. C'était un acte symbolique extrêmement fort. Bien sûr. Et donc, c'est le moment où on a complètement anéanti ce principe cuius regio eius religio. Bon. En réalité, ce n'est pas passé comme ça, et les communautés religieuses ont continué à être influentes. On le voit très bien avec le Concordat napoléonien. Et puis du côté des communautés juives, ils ont continué à se serrer les coudes et à se constituer en communauté. On peut dire que la loi de 1905 a été la mise en œuvre globale et fondamentale de cette invention de la Révolution française. Absolument. C'est-à-dire liberté de conscience absolue et garantie donnée par l'État à chacun de pouvoir être non-croyant ou d'exercer le culte qu'il veut. C'est vraiment une loi fantastique, ça. Hein. Bien sûr. Malheureusement, cette loi, elle a connu des réfractaires, et pas seulement au Front National. D'une certaine manière, la loi séparatisme est une loi qui revient très profondément sur la loi de 1905, puisqu'elle dit... Parmi les musulmans, il y a l'islam acceptable, conforme à la citoyenneté, puis il y a l'islam qu'on ne veut pas accepter. C'est complètement délirant par rapport à la conquête formidable de la liberté de conscience qui était affirmée et qui impliquait l'État, puisque l'État devenait garant de la liberté de conscience. On est en pleine régression, de toute façon. Comment, pardon ? On est en pleine régression. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il y a eu un recul très fort. Alors, tout de même aussi, il ne faut pas oublier un élément qui est très lourd, qui est très très lourd dans la conscience collective française, notamment celle de la gauche, c'est l'identification des Juifs et de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui remonte essentiellement au Concile de Latran, où on a interdit aux Juifs de faire un certain nombre de métiers, et on a interdit aux chrétiens un certain usage de l'argent. Alors là, il faut bien distinguer. Hein. Le Concile de Latran n'interdit pas aux gens de faire fortune, mais il dit, vous faites fortune en produisant. C'était le capitalisme, virtuellement. Hein. Produisez, faites-vous des fortunes, mais pour ça, vous travaillez. Mais alors, si vous faites fortune en jouant sur l'argent, ça, c'est totalement immoral, et ça, c'est interdit aux chrétiens. Eh bien, les Juifs l'ont fait. Oui, bien sûr, puisque c'était interdit aux chrétiens, ils ont été bien contents, les chrétiens. Ils collectaient des impôts aussi, ce qui les rendait très impopulaires. On leur a donné la mauvaise part des choses. Oui, et d'une certaine façon, les banquiers
ont permis. Bien sûr, il ne fallait pas que les chrétiens produisent, se fassent de l'argent autrement. Mais comment est-ce que les chrétiens investissaient? Il fallait bien de l'argent pour ça. Et qui est-ce qu'ils prêtaient? C'était pas les chrétiens, ils n'avaient pas le droit de le faire. C'est les marchands donc du c'était temple. les juifs. Donc d'une certaine manière, c'est cette décision du Concile de Latran qui a fait qu'il y ait des banquiers juifs et des Rothschild. Et ça, c'est resté très très fort dans la conscience chez Proudhon, dans la conscience de la gauche. Enfin, Proudhon était-il de gauche, j'en sais rien. Oui, toujours est-il, chez Proudhon, chez Marx et même chez Benoît Malon, on voit très clairement que la conscience populaire ouvrière avait une partie d'antisémitisme. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça antisémitisme ou anti-banquier? Moi, je l'appellerais anti-banquier. Et c'est là qu'on voit une énorme ambiguïté dans le mot antisémitisme. L'antisémitisme, c'est ceux qui s'enrichissent sur le dos des autres, qui font de l'argent en dormant, comme disait Mitterrand. Mais l'antisémitisme, on a mis sous ce même nom ceux qui sont anti-politique d'Israël. Et là, on a la totale ambiguïté de la manifestation. Moi, j'en veux pas à ceux qui sont allés, mais j'en veux vraiment à la duperie monumentale qui a été faite par ceux qui ont appelé cette manifestation-là. Il y a c'est des notions très très ambiguës, et voilà. Alors, il n'y a pas de solution miracle pour lever ces ambiguïtés. Mais pourquoi c'est si difficile de lever cette ambiguïté? Parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, le monde arabe utilise le levier religieux pour mobiliser les masses. Bon, ça c'est vrai. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui, y compris en France, utilisent aussi l'identité religieuse pour caractériser des quartiers populaires à forte dominance musulmane, à forte dominance d'immigration, notamment nord-algérienne, nord-africaine, pour caractériser une identité. Parce que on appelle aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent la volonté tout à fait légitime de gamins, de jeunes qui se singularisent en portant soit des chemises Lacoste, soit un voile, soit autre chose, parce que c'est dans leur quartier, c'est bien vu. Voilà. Donc il y a une utilisation de ça par un certain nombre on parle dans l'évangile de faux prophètes, de mauvais prophètes. Voilà, c'est ça. Donc, j'ajoute aussi autre chose, c'est que il y a aujourd'hui, utilisé par les politiques et fortement utilisé par les médias, on joue les bons contre les méchants. C'est évident. C'est tellement simple. Bien sûr. C'est tellement simple. Et on en fait un western. Et là, d'une certaine manière, les bons, pour certains, c'est les Israéliens, et puis les mauvais, c'est les Palestiniens. Pour certains, les bons, c'est les Blancs de souche, et les autres, et les mauvais, c'est les immigrés. Quoi qu'il en soit, je te coupe 2 secondes, quoi qu'il en soit, la suprématie blanche, c'est quand même une valeur sûre, partout. Oui. Oui. Non, pas partout, pas dans certains quartiers. Non, mais pas dans certains quartiers. Pas dans certains quartiers. Dans certaines populations-là. On commence à voir, et ça m'a été dit, il y a tout récemment, j'ai une de mes proches qui bosse en Afrique, qui m'a dit, on commence à voir en Afrique des gens qui disent sale blanc. Oui. Donc il y a quelque chose de... c'est dramatique, tu vois, c'est absolument dramatique aujourd'hui de séparer le monde entre les bons et les méchants, évidemment, de rejouer le western. Je crois que c'est quelque chose d'absolument
essentiel pour nous de ne pas accepter d'entrer là-dedans. Il n'y a pas les bons et les méchants. On a une nécessité, je dirais, pour que notre lucidité soit maintenue. Je vais te citer là-dessus. Des propos tenus dans Le Monde d'hier ou d'avant-hier par le chef d'état-major l'ancien chef, il est à la retraite maintenant, état-major des armées françaises, qui n'est pas un homme de gauche, hein, voilà. Il disait que l'indignation, il parlait de l'indignation, vous pouvez être porté par votre opinion publique, mais l'indignation coexiste mal avec le respect du droit de la guerre, du droit international. Quand j'étais jeune officier engagé au Rwanda, il y avait des gentils et des méchants. Idem à Sarajevo, où j'étais déployé en 1995. Notre opinion publique désignait les méchants et nous autorisait presque n'importe quoi vis-à-vis d'eux parce qu'ils étaient méchants. Mon travail avec mes hommes était de ne pas nous laisser emporter par cette vision très manichéenne d'une société qui nous aurait désignés comme les bras armés de son indignation. Le monde n'est pas comme ça. Le monde n'est pas un western. Le monde, c'est clair, il n'est pas constitué de bons et de méchants. Des bons et des méchants, je le suis moi-même, un bon et méchant. Et je dirais, il est constitué de gens qui, d'une certaine manière, pris dans l'univers et dans les solidarités qui sont les siennes, défendent avec une sincérité plus ou mais presque totale les intérêts du groupe dans lequel ils sont. Et il faut, je dirais, qu'on analyse politiquement cette situation-là, et en se gardant, alors en ayant de l'empathie à l'égard de ceux qui souffrent, bien sûr, c'est ce qui a peut-être manqué à Jean-Luc Mélenchon, mais pour le reste, il avait raison. Il faut faire une analyse politique de rapports de force qui existent, en essayant de ne pas perdre notre lucidité, parce que c'est simplement, c'est par cette lucidité qu'on arrivera peut-être à favoriser l'émergence de solutions qui seront des compromis entre des intérêts divergents. Il y a quand même, même si on appartient à un groupe, qu'on appartient à un système de représentation qui est ce qu'il est, et en étant un homme de la classe moyenne d'un pays très riche, j'ai une assez bonne idée de la pression que j'exerce sur les pays du Sud, sur les enfants du Bangladesh qui fabriquent mes habits, sur les gens qui vont chercher je sais pas quoi dans la terre pour fabriquer nos voitures, les gamines dans les camps ouïghours qui ont 17 ans mais déjà plus d'utérus pour pouvoir travailler sans règles et sans avoir d'enfants jamais. Je sais bien le niveau de pression que j'exerce sur le monde. C'est pas parce que simplement on appartient à un groupe et qu'on a nos solidarités. Mais il faut être lucide. Il faut être quand même lucide. Il faut être lucide. Et quand même avoir de l'empathie. Et être lucide. Alors oui, l'empathie aide finalement à se dégager un peu de l'opinion publique la plus lourde qui nous tombe dessus. Mais oui, l'empathie est précieuse. Et en plus de ça, j'ajoute qu'il n'y a que l'émotion qui fait bouger. Oui. C'est pas l'intellectuel. C'est très clair. Qui fait bouger. C'est pas la réflexion. Mais il faut qu'il y ait cette réflexion, cette lucidité. Benoît Malon a fait en 1882 peut-être, un nom comme ça, un bouquin qui s'appelle Le Parti ouvrier. Et il souligne comment les discours prétendument de gauche des républicains de l'époque, finalement, ils cèdent le jeu quand on est devant le problème et que jouent les solidarités. On est pris dans un milieu, on est pris dans des solidarités financières, culturelles, etc. Et s'en échapper est très, très, très difficile. C'est pour ça que faire de la politique, c'est d'abord essayer d'être lucide.
le plus possible, d'être libre, de mettre en question les représentations naturelles qui sont les nôtres. Mais c'est très dur dans un monde néolibéral comme le nôtre. Ah, oui. Parce qu'ils tiennent la presse en permanence où nous racontent les mêmes choses. Hein. Les taux d'audience pour les chaînes de milliardaires sont énormes. Et c'est très très difficile d'avoir cette espèce de lucidité, de se dire non mais là, à Gaza notamment, on est en train d'éradiquer une population. Absolument. On est en train de détruire pour détruire. Et ce qui en aucun cas excuse ce que le Hamas Absolument. a fait. En aucun cas. Absolument. Un mort vaut un mort. Absolument. C'est une souffrance, c'est une souffrance. Et je veux absolument pas rentrer dans ce comptage. Et comment rester humain dans un monde capitaliste aussi puissant que le nôtre? Et je trouve que ça, c'est quand même un vrai défi. Et c'est extrêmement difficile. Bon, alors chacun à son niveau, au niveau de courage qui est le sien pour aller jusqu'au bout. Hein. On n'a que soi pour parler de tout. Ben oui. J'ai relu un peu, ces derniers jours, Simone Veil. Mmh. C'est extraordinaire de voir comment le courage avec lequel elle mettait en œuvre les convictions que sa lucidité lui permettait de découvrir. Mmh. Bon, on est chacun avec le courage qu'on a, hein, d'oser affronter autre chose. Et c'est pas facile. On garde de l'espoir, de la confiance, de l'espérance quand même. Oui, oui. Je crois qu'il faut avoir l'espérance parce que il y a un certain nombre de femmes et d'hommes qui avancent, qui prennent des risques. Mais il faut surtout éviter de qualifier des gens avec des mots valises, que ce soit les mots valises de sionistes, d'islamistes, des terroristes. Ils sont des mots valises qui ne veulent rien dire. Essayons de chaque fois qu'on utilise un mot, de dire attention, qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il cache ? Le vocabulaire n'est pas neutre. Hein. Ah ben c'est évident. Oh là, actuellement, c'est extrêmement frappant lorsqu'on parle de la Palestine. Moi, quand j'utilise le mot Palestine, c'est ambigu aussi, parce que j'entends par là un territoire géographique. Bien sûr. Voilà. Et en même temps, c'est aussi un mot ambigu, parce que c'est virtuellement l'État des Palestiniens dans lequel pourrait peut-être exister une partie de la Palestine qui serait israélienne. Est-ce qu'ils accepteraient ? Mais là, ça va être difficile. Pour eux, ils ont établi plus de 500 000 colons depuis une petite dizaine d'années. Dans des kibboutz parfois totalement vides. C'est juste pour occuper le territoire. Et c'est déjà... Ils les payent à prix d'or pour y aller. Ils ne veulent pas y aller. C'est un enfer. Moi, j'y vais pas. Hein. Vivre avec des barbelés, des militaires dans des enclaves en plein désert, personne n'a envie de ça. Et puis tous ces gens-là sont armés. Oui. Et ils n'accepteront pas que l'armée vienne les déloger. Si jamais il y avait... Non, c'est très difficile. C'est encore plus difficile que la question algérienne, mais on a l'Afrique du Sud a réussi. Elle a réussi, elle, dans la logique du pays arc-en-ciel. Je crois que c'est très ambigu, mais ça fonctionne un peu. Hein. L'Algérie a réussi, mais elle a réussi avec le départ, hélas, de toutes sortes d'Algériens issus de la colonisation qui se sentaient chez eux là-bas, qui auraient voulu y rester et qui auraient sûrement rendu un grand service au pays s'ils étaient restés. Qu'en sera-t-il là-bas ? Mais je crois vraiment que le 7 octobre est un jour charnière. C'est pas le début de la guerre, mais c'est le réveil d'un combat qui était en train de... C'est évident, larvé. Voilà. On continue de
raconter les choses le mieux possible. On continue d'être le plus près possible du vrai, du réel. On continue d'espérer qu'un jour ce sera le monde, hein, parce que malheureusement il n'y a pas que Israël et Palestine partout. Ce monde sera moins fou. Alors c'est vrai qu'on est... l'empathie, elle est à géométrie variable. L'empathie, elle a été forte pour l'Ukraine. Elle est forte à l'égard des... l'empathie dans la grande presse française, hein, et chez les politiciens français, à l'égard de l'Ukraine, à l'égard des Israéliens, et le Soudan, et l'Érythrée. Oui, évidemment. Voilà. Donc, oui. les bombes elles tombent partout. On continue de fabriquer des bombes chez Nexter à Rouen, qu'on livre à l'Arabie Saoudite contre le Yémen. Ça, tout le monde s'en moque. Ah oui. Tout le monde s'en moque. Les canons en phosphore dont on parle tant aujourd'hui, les Yémen est déjà massacré par ça depuis 10 ans. C'est très... Oui. Mais ce que tu disais sur le néolibéralisme, effectivement, je crois qu'il est légitime de la part d'un pays de se doter d'armement. Le problème, c'est que cet armement-là, vu la taille de notre pays, pour le financer, on a besoin de le vendre. Et on le vend à qui ? Je ne sais pas ça. Moi, cette certitude, voilà. Je ne l'ai pas. Mais je ne sais... Dans un pays où on a 300 milliards qui partent en évasion fiscale, est-ce qu'on a besoin de vendre 30 milliards d'armes ? Oui, tout à fait. J'en sais rien. Je pense qu'on n'a pas besoin de le vendre. Je préférais que ce pays soit plus pauvre et décent. Je préférais qu'il soit décent et plus pauvre. Oui. Sincèrement, je me pose plein de questions là-dessus. C'est des questions légitimes. Oui. Très légitimes. Et ce serait vraiment la décence qui me plairait de nous dire voilà ce qu'on fait. Ouais. Voilà pourquoi. Et qu'on m'explique, par exemple, pourquoi on vend des armes à l'Arabie Saoudite. J'aimerais vraiment que ça me soit expliqué. Tout à fait. Puis, en sachant qu'elles servent au Soudan. Il n'y a pas au Yémen, pardon. Au Yémen, oui. Au Yémen. On sait très bien où elles servent, évidemment. Bien sûr. Sur place, on retrouve les missiles avec les numéros de série. Ils sont fabriqués à Rouen, hein, c'est pas très loin. On sait ce qui se passe. Et on vend des systèmes de logiciels qui servent à espionner les populations. Enfin, voilà. À ce point de vue-là, le néolibéralisme mondialisé est une horreur qui nous induit des choses. Il faut pas qu'on devienne des monstres en l'écoutant trop. Je crois qu'il faut vraiment rester libre. Et le néolibéralisme a horreur de la liberté, a horreur des individus, a horreur de ce qui est particulier. Il formate le monde, il formate l'information, il formate tout. Et que, voilà, je ne sais pas, pour finir avec un peu d'espoir, je crois que c'est René Char qui disait « On est dans l'inconcevable, mais avec des amers éblouissants ». Et je pense qu'il faut continuer d'être ébloui par la beauté de René Char, de Bach, je sais pas, de Victor Hugo, de Jaurès. Faut continuer d'espérer qu'un jour on dépassera cette folie. Oui, comme Simone Veil a des mots là-dessus pour dire que dans ce monde de brutes, il faut continuer à avoir la beauté. Oui. Mais non, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Parce que pour avoir la capacité de jouir de la beauté, il faut déjà avoir une sécurité personnelle, alimentaire, vestimentaire. Et ne pas sombrer habitat. Dans cette sécurité. Mais oui. Et ne pas sombrer, ne pas se répandre là-dedans non plus. Corinne Morel-Darleux, son dernier livre, c'est « Nous irons chercher la beauté ailleurs ». Et oui. On continue d'espérer. Ah oui, il faut espérer. Hein. Il faut espérer. En tout cas, il faut surtout que ça ne nous fasse pas baisser les bras. C'est ça. Bernanos a des propos très justes pour dire l'espérance, on ne dit pas ça, mais ça revient à ça. L'espérance, elle naît quand il n'y a plus d'espoir. Donc, d'une certaine manière, par rapport à l'affaire palestinienne, il n'y a plus d'espoir, mais l'espérance, c'est que il y a des hommes et des femmes qui soient capables de faire face. Quand même. Le mot « quand même » est très fort. Quand même, on finira dessus.
Pierre-Marie, merci. Merci pour cet espoir, merci pour tout ce chemin, ces explications, cette exigence quand même intellectuelle. C'est bien fait, c'est très soigné. Merci à toi, et puis je sais pas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler si l'actualité nous amène à ça. Ah, tout à fait. C'est possible. Merci Ça marche. beaucoup. Eh bien, merci.